Chers amis du Dialogue franco-russe, vous êtes presque 110 000 abonnés sur notre chaîne et c'est votre succès. Malgré plusieurs accusations contre notre association, sachez que nous dépendons et vivons grâce à vos dons et cotisations. Vous êtes nombreux à nous suivre, partager, analyser, commenter nos contenus. Si chacun d'entre vous fait un petit don, sachez que ça peut constituer le budget annuel de notre association. Je compte sur vous comme vous comptez sur moi. Nous sommes là pour maintenir le dialogue franco-russe parce que nous croyons à l'avenir de nos relations entre la Russie et la France. Bonjour Caroline Galacteros. Bonjour Irina. Vous êtes géopolitologue, présidente de Géopragma, vous animez la chaîne Paix et Guerre. Et j'invite tous nos auditeurs à la visionner. Elle a beaucoup de succès en ce moment, comme la chaîne de dialogue franco-russe d'ailleurs. Oui. Nous voyons ce dernier temps l'accélération d'événements. D'un côté, donc, il y a l'évasion de guerre aux États-Unis qui pousse tout le monde, notamment l'Europe, à rentrer dans un conflit direct avec la Russie. Et il y a ceux qui freinent quand même, puisque le risque nucléaire n'a jamais été si proche. Le Parlement européen, hier, a appelé à lever les restrictions sur l'usage d'armes occidentales sur le territoire russe. De l'autre côté, donc, le président ukrainien Volodymyr Zelensky va bientôt aller la semaine prochaine aux États-Unis pour proposer son plan de victoire, comme il l'appelle. Finalement, ce plan, c'est pratiquement la même chose qu'il a présenté déjà en 2022, puisqu'il parle de la restitution de tous les territoires, et notamment, je crois, la Crimée même. Cependant, les régions russes sont bombardées. Donc, vous avez parlé de l'incursion de Koursk, on va pas y revenir, nous aussi, plusieurs reprises. Et ma question, où est la limite américaine? Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de limite en Europe, tout le monde pousse encore plus, mais quand même, la limite américaine existe. Est-ce qu'on a atteint la ligne rouge? Alors d'abord, je pense qu'on ne peut pas dissocier les deux. C'est-à-dire ce que font sans doute, enfin ce que font à mon avis les Européens, ce qu'ils se permettent de faire, ces espèces de surenchères, notamment maintenant que les États-Unis ont dit la semaine dernière non, il n'y aura pas d'autorisation a priori, à moins que ça ne change encore, bien sûr. On est dans un contexte électoral volatile, avec des tentatives d'assassinat sur Trump, avec un Trump qui dit qu'il veut mettre fin au conflit, etc. Donc il y a une course interne aux États-Unis. Mais néanmoins, la semaine dernière, le président américain Biden a désavoué en fait ses propres jusqu'au-boutistes, les Blinken et compagnie, et a dit il n'y aura pas. Il l'a dit à Keir Starmer, au Premier ministre britannique, qui venait présenter une liste de cibles, carrément, et il a dit non, nous on ne fera pas. Mais on connaît ces trous de mémoire en même temps. Pardon? On connaît les trous de mémoire de Biden. Oui, enfin, bon, je pense que quel que soit son état, il a fait ce que ses services, une partie du Pentagone et l'ensemble des déclarations de responsables russes qui ont été quand même extrêmement explicites dans les 8-10 derniers jours, le poussaient à faire, c'est-à-dire on va se calmer là, parce que là on prend des risques qu'on n'est pas forcément capable de manager, enfin de gérer. Mais les Européens, bien sûr, c'est d'autant plus, j'allais dire, facile, parce que ça ne mange pas de pain. L'Europe ne fera pas quelque chose que l'Amérique ne veut pas qu'elle fasse. Donc ils peuvent toujours demander, crier, pousser, etc. Et même l'autoriser éventuellement. Ça n'enlève pas le fait, à mon avis, et c'est plutôt rassurant, que du côté américain, pour l'instant en tout cas, on considère qu'il est trop dangereux de pousser la guerre, de monter d'un tel cran,
Parce que là, effectivement, Moscou a été très, très clair, très explicite. C'est une véritable entrée en guerre directe. Arrêtez de nous raconter n'importe quoi. Nos armes ne marchent pas toutes seules dans les mains des Ukrainiens. C'est pas vrai. Et tout le monde le sait en plus. Donc c'est effectivement, nous sommes engagés. Même John Kirby, porte-parole de la Maison-Blanche, l'a dit. Et pourtant, lui, ça n'est pas un tendre vis-à-vis de la Russie. Il a dit oui, nous avons bien entendu ce qu'a dit le président Vladimir Poutine. Donc voilà, donc il y a une espèce de niveau de conscience qui pour moi quand même augmente, c'est-à-dire qu'à force de se faire peur, à force de monter en gamme et de s'imaginer que, comme Vladimir Poutine, croit-on, bluffe, on peut continuer, pousser la Russie dans ses retranchements, puisqu'elle ne prendra pas les décisions. Là, on sent qu'ils se disent, mais et si jamais, en fait, elles étaient prises, ces décisions de représailles, qui ne seraient pas forcément nucléaires, encore une fois, puisque la manière dont les avertissements russes ont été faits, si j'ai bien compris, c'est plutôt des frappes conventionnelles, mais très très lourdes et très précises, et surtout qui dépassent le territoire ukrainien. C'est surtout ça. Voilà, c'est au-delà de l'Ukraine. C'est nous. Et c'est les États-Unis. Bien sûr. Et le plan de Zelensky, vous pensez quoi de ce plan de victoire? Mais pour moi, c'est le reflet du délire de toute cette affaire, c'est-à-dire, malheureusement, on n'est plus en 2022, malheureusement, il y a 2 ans et demi de conflit, l'Ukraine n'a pas, en avril 22, a laissé tomber finalement un accord qui était quasiment ficelé et au sortir duquel elle aurait été infiniment mieux lotie qu'elle ne le sera dans n'importe quel accord, à vrai dire, maintenant. Et plus on attend, plus ça va être terrible, parce que les choses se poursuivent sur le terrain, naturellement. Bon. Et donc le plan de la victoire, ça ne veut rien dire. Enfin, pour moi, c'est bien gentil, les plans de Volodymyr Zelensky, mais il faut surtout trouver les bases d'un accord véritable, quelque chose de viable. Donc, revenir à 91, récupérer... Enfin, ils s'en sont incapables, ça ne veut rien dire. On croit que la Russie, qui a quand même des pertes considérables aussi, même si elles sont bien inférieures aux Ukrainiennes, mais enfin tout de même, tout ce qui a été fait, tous les risques qui ont été faits, toutes les souffrances qui ont été faites, tout l'argent qui a été dépensé, tout ça, on va s'asseoir dessus et hop, on va rentrer chez soi. Non, ça va pas se passer comme ça. C'est évident. Et tout le monde le sait, donc on le laisse sortir ses plans. Enfin, c'est une espèce de jeu, de toute manière. C'est une sorte de chorégraphie sanglante, à mon avis, mais voilà, et tragique. Mais bon, c'est pour faire semblant de ne pas perdre la face, quoi. Voilà. Ça fait 2 ans et demi que les élites occidentales nous disent que si la Russie va gagner, le monde occidental va s'écrouler. J'ai envie de demander, qu'est-ce qui va s'écrouler si la Russie va gagner réellement? Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire la Russie gagne? Je pense que dans toute cette affaire, je ne sais pas qui gagne, à vrai dire. Je n'ai pas l'impression. Et là aussi, c'est notre manichéisme, c'est-à-dire on ne sait pas voir les choses autrement que il y a un écrasé et il y a un écrasant, entre guillemets. Bon, donc notre idée, la Russie gagne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, elle conserve ce qu'elle a déjà pris, d'une manière ou d'une autre, que les 4 oblasts, la Crimée, mais encore une fois, tout ça, ça continue, ça avance, doucement mais sûrement. Donc, ce qu'elle va gagner territorialement, malgré tout, augmente. Est-ce que le monde va s'écrouler? Non, ce qui s'est déjà écroulé, et ce qu'on fait semblant de ne pas voir, hein, c'est le crédit occidental. C'est-à-dire que quand même, aujourd'hui, à part dans des médias complètement autistes, qui continuent sur un mensonge énorme, la guerre de la communication, et c'est d'ailleurs pour ça que
Les États-Unis relancent la guerre contre RT en expliquant tout un tas de choses, etc. La guerre de l'information sur le conflit, oui, celle-là, elle est gagnée. Et cette information, elle dépasse le conflit ukrainien. C'est une information sur le nouvel équilibre du monde, la nouvelle réalité géopolitique mondiale. Et il est clair qu'elle n'est pas favorable à l'Occident. Encore une fois, je suis française, moi, hein, donc je ne suis pas russe. Donc c'est une très mauvaise nouvelle. Mais nous sommes les artisans de ce discrédit, de ce déclassement, de ce renoncement. Pourquoi? Mais parce que précisément, on continue à vouloir prendre des postures de domination, de contrôle, de refus d'écouter les autres, de destruction sécuritaire. C'est quand même aussi le sujet en Ukraine avec la Russie, l'Europe et les États-Unis. C'est rebâtir la sécurité européenne. Alors ça, plus personne n'en parle, alors c'est quand même le sujet. Donc, et ça le reste. Et ce sera le sujet de toute paix sérieuse. Sinon, ce ne sera pas une paix, ce sera une petite pause. Voilà, c'est tout. Donc on est dans une situation où nous avons creusé un peu notre tombeau. Et plus on continue dans ce mensonge, plus évidemment tout ce qui est fait en face, mais pas seulement en Russie, par le reste du monde, pour montrer que les équilibres géopolitiques et stratégiques mondiaux bougent, eh bien, apparaît en pleine lumière et nous affaiblit. Donc il faut prendre en compte cette réalité, il faut arrêter de croire qu'on peut mentir à des milliards de gens, c'est pas possible, ça n'est plus possible, on ne contrôle plus tout. On essaye, là, on essaye dans tous les coins, on essaye en Europe, on essaye en France, on essaye partout. On essaie de faire taire ceux qui osent expliquer le contexte d'un conflit, expliquer ses tenants et ses aboutissants. Bon, j'en suis, voilà, très modeste exemple, mais il y a plein d'autres gens, ceux qui essaient de montrer qu'il faut trouver des équilibres. On peut plus juste écraser ce qui ne nous convient pas. Ça ne marche pas, tout ça. Vous avez mentionné tout à l'heure la deuxième tentative d'assassinat de Donald Trump qui passait un peu inaperçue dans les médias mainstream, mais on en parlait un peu. Il y a cette guerre d'information partout, mais notamment entre les républicains et les démocrates aux États-Unis. On est à quelques mois de l'élection présidentielle. En Europe aussi, donc les médias alternatifs, les médias mainstream, on le voit avec nos chaînes respectives, avec beaucoup d'autres gens qui participent. Vous revenez de Chine, là, récemment. Vous pouvez comparer un petit peu. Quel regard les Chinois portent-ils vers le monde occidental? Et notamment peut-être vers ce conflit-là. Alors, d'abord, je dois dire que j'ai fait un voyage de découverte, mais qui n'était pas branché sur des questions politiques ou géopolitiques. Enfin, j'ai pas eu ce type d'interlocuteur. Et encore, c'était très intellectuel, c'était pas du tout. Bon. Donc, c'était plutôt les enjeux économiques et sociétaux que j'ai cherché à explorer. Et là, il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas tout dire parce que je vais faire une émission de paix et guerre, là, peut-être ce week-end ou lundi au pire. Et voilà, je vais garder mes conclusions À vos abonnés. voilà, pour mes abonnés. Voilà. Mais ce qui m'a frappé, c'est la dynamique de puissance et j'allais dire la marginalisation même dans les préoccupations enfin, de l'Europe. On est... oui, on nous regarde faire. Enfin, de Chine, ça paraît très lointain, en fait. Et très peu important. Alors après, il y a la relation sino-russe, c'est toute une autre affaire, et je pense que c'est pas du tout aussi clair que on essaie de le dire, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Beaucoup d'arrière-pensée, il y a beaucoup d'histoire aussi qui est encore là et
qui existent. Mais en tout cas, ceux avec qui j'ai pu parler et échanger, ce qu'ils ont en commun, c'est de dire, mais qu'est-ce que vous faites en fait en Europe? Quel est votre intérêt? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous croyez que vous allez obtenir en coupant comme ça l'Eurasie de nouveau, radicalement, en coupant votre parti avec cette espèce de frontière russe, enfin de Russie au milieu, là, qui est un nouveau mur, Un nouveau mur, oui. un nouveau mur. Qu'est-ce que vous croyez que vous allez gagner? Parce que ça se passe de l'autre côté quand même, le développement. Donc, bon, mais ça, voilà, ça encore une fois, c'est la bascule du monde qu'on refuse de considérer, et on refuse de considérer l'avantage considérable, pourtant, qu'aurait l'Europe par sa géographie, juste par sa situation sur le continent eurasiatique, si elle était capable d'un peu de souplesse mentale, quoi, d'un peu je sais pas, ouais, d'observation, de comprendre que les obstacles qu'elle se met toute seule, qui sont des obstacles idéologiques, qui sont des obstacles qui lui sont très largement dictés, mais malgré tout, elle se laisse faire. Hein. On n'est pas irresponsable à ce point-là, on est aussi responsable des âneries qu'on colporte et qu'on diffuse. Eh bien, ne la servent pas. Qu'est-ce que nous allons gagner de tout ça? C'est une grande question. C'est pour ça que votre première question sur les armes, on se dit, mais enfin, là, même les Américains s'arrêtent et nous on en remet une couche, quoi. Puisque vous parlez de la Chine, le point a appelé le sommet des BRICS, qui sera accueilli par la Russie du 22 au 24 octobre à Kazan, une alliance anti-occidentale. Donc ça y est, on est de nouveau dans l'idéologie. Oui, mais c'est toujours la même chose, voilà. Mais nous créons cet antagonisme, nous le créons en permanence. Nous construisons cet antagonisme. Donc, oui, plus ça va, plus le groupe des pays BRICS, qui sont encore à ce stade une structure assez souple, mouvante, à mon avis très volontairement d'ailleurs, est en train de se renforcer, c'est évident. Plus on continue à expliquer que le sanctuaire, n'est-ce pas, des valeurs mondiales, des principes mondiaux, des modes de conduite mondiaux, etc., se trouve toujours de notre côté et exclusivement du côté occidental, et que le reste du monde n'a juste rien compris et doit être mis à l'amende pour ceux qui osent dire ça ne va pas se passer comme ça, ou bien morigénés, ou bien, enfin bref, contraints de suivre encore une fois nos oukases, j'allais dire, nos dictates. Bon, plus on se plante. Qu'est-ce qu'on croit que ça va faire? C'est comme de s'imaginer que le pouvoir russe va tomber en morceaux si on commence à balancer des missiles de longue portée sur le territoire russe. Il va se passer l'inverse. Les gens vont résister. Ça va renforcer. Bien sûr, ce serait terrifiant, mais il y aura... Enfin, je ne sais pas. Moi, ça me paraît tellement illogique de penser comme ça. Mais ce sont des postures idéologiques. On n'est pas dans la rationalité, parce que la rationalité voudrait qu'on s'arrête. La rationalité voudrait qu'on relance des négociations, qu'on relance un dialogue, qu'on essaie de rétablir un semblant de confiance, qu'on trouve voilà, qu'on prenne en compte les nécessités sécuritaires des uns et des autres. Et oui, l'Ukraine, malheureusement, ne va pas se retrouver dans l'état dans lequel elle était en 2022. Ça, c'est sûr. Mais elle l'a voulu. Elle l'a voulu, tout ça. Donc, il ne faut pas non plus... Enfin, je ne sais pas, moi, je pense qu'on est prisonnier de notre propre auto-intoxication et qu'on a beaucoup de mal à en sortir. Et que les quelques personnes
ou personnalités politiques d'ailleurs, parfois de premier plan, hein. Certains de nos anciens ministres, présidents, etc. Moi, je suis une toute petite voix là-dedans. Tous les gens qui essaient de faire un petit appel au retour sur Terre, là, sortons de notre vaisseau là, spatial, descendons pour voir un peu la réalité de la situation. Tous ces gens-là, en fait, ils sont soit évidemment voués aux gémonies, critiqués, accusés de plein de trucs, soit on ne peut même pas les entendre. Parce que ça demande évidemment de s'arrêter sur ce qu'on a fait. Et puis il y a cette illusion qu'on peut aussi continuer, parce que je pense qu'il y a une des grandes illusions qu'on entretient, parce qu'elle permet tout le reste, elle permet l'argent, elle permet les marchés d'armes, elle permet plein de trucs, c'est l'idée que la Russie ne va pas... La Russie va se laisser faire, parce que, paradoxalement, je pense que beaucoup de responsables, d'irresponsables responsables, pensent que Vladimir Poutine est un homme très intelligent et très raisonnable. Et que certes, il a peut-être fait, soi-disant, l'erreur de faire ce qu'il a fait, etc. Mais il ne va pas provoquer un désastre. Et donc, on s'appuie sur cette idée qui va nous laisser faire les imbéciles longtemps. Longtemps. Parce qu'il a une capacité, justement... De la patience. De la patience, du contrôle. C'est-à-dire, d'un côté, on lui reproche tout. Il est ci, il est ça, il est monstrueux, il est cruel, il est sauvage, il est irrationnel, il fait n'importe quoi. Et de l'autre côté, on voit bien ce qui se passe et on se dit ça va pouvoir durer. Donc nous, on va pouvoir continuer à harceler. Et je pense que la semaine dernière, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu enfin, les Américains se sont dit et si on se trompait? Et si on faisait ça et qu'en fait, il se passe quelque chose qui nous dépasse, quoi. Et derrière, qu'est-ce qu'on peut faire? Et après, ça sera incontrôlable et c'est terminé. Après, on peut passer au nucléaire, oui, effectivement. Et donc enfin, ça devient complètement délirant. On parle de l'Ukraine, là. On ne va pas détruire la planète pour l'équilibre du pays ukrainien, qui lui-même est déjà complètement ravagé de l'intérieur par ses propres dirigeants, au détriment de sa propre population. Ce qui est fou, c'est voilà, pourquoi le peuple ukrainien ne prend-il pas conscience de l'exploitation qui est faite de son sort, en fait. Voilà. Et surtout, au vu des vies qui auraient pu être épargnées depuis cette fameuse négociation en Turquie en mars 2022, souvent j'en parle. La réalité économique est là aussi. Il se trouve que l'Europe continue à acheter le pétrole et le gaz russe, qui fait un petit tour par l'Inde et d'autres pays. Finalement, cette fermeté européenne face à l'ennemi russe est une imposture? C'est pas une imposture, mais il y a un cynisme. Parce que là aussi, il y a une illusion. Parce que ce que vous dites, qui le sait? Le grand public ne le sait pas. De temps en temps, il y a 2-3 articles, mais c'est vrai que ça passe... C'est total. C'est-à-dire le cynisme, en fait, des postures qui montrent bien que ce conflit n'est pas un sujet de l'indépendance ukrainienne ou je ne sais quoi. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'affaiblissement stratégique de la Russie, en fait, c'est le caractère insupportable de sa richesse, hein, en métaux rares, en tout ce qu'on veut, en gaz, en pétrole, bon, ça nous rend fous, ok? Donc il y a des, j'allais dire, il y a des motifs infiniment plus prosaïques, bien sûr, au déclenchement de guerres et de crises que ceux qu'on invoque généralement. Mais c'est pas seulement une imposture pour ça. Oui, il y a sans doute cette dimension. Mais il y a aussi la dimension de... On va continuer, mais on a débuté ça dans les années 90. Enfin, l'élargissement de l'OTAN, bon, c'est une vieille histoire. C'est une très vieille histoire. Et d'ailleurs,
les responsables américains qui ont assez rapidement dit il va y avoir des limites là, enfin il faut pas aller trop loin non plus. Et puis après, quand Poutine a commencé à être assez clair, à dire l'Ukraine, non, là c'est trop près, là, vous allez trop loin. Le niet means niet, enfin voilà, tout ça, ça a existé, mais on continue. Alors, est-ce que c'est une imposture? Bon, moi je pense que la réalité des intérêts industriels, commerciaux, énergétiques, etc., évidemment est nette. D'ailleurs, on voit bien dans ce qui est acheté en Ukraine, les positions que prennent les capitaines d'industrie, y compris européens, y compris français, en Ukraine, et évidemment américains, très très haute dose, et britanniques, et enfin bon, bref. Donc, bien sûr, il y a cette dimension-là, mais il y a aussi cette dimension de dire bah, on va continuer, quoi, il faut. Enfin, si on prend le planisphère, c'est net, quoi. Si on prend le planisphère, on a la Chine qui avance d'un côté et l'Amérique qui, via l'Europe, avance de l'autre. Et évidemment, à un moment donné, on se trouve sur un os et l'os, il est russe. Bon, donc... Mais la ligne est claire puisqu'elle est coupée maintenant, puisque les États-Unis ont Oui. réussi à couper l'Europe de la Russie. Donc là-dessus, il y a, comme vous dites, un vrai mur. Il y a un vrai mur qui est un mur maintenant essentiellement mental, idéologique. Et artificiel, comme disent nos abonnés. Oui, oui, mais bien sûr, mais bien sûr. Parce que naturellement, c'est pas ça qui devrait se passer. Même si, bien sûr, les États sont concurrents, les États... Il ne s'agit pas de... Ça, c'est aussi parce qu'on a une vision de l'alliance qui est en fait une vision où tout le monde est d'accord sur tout, tout le temps. Et voilà, mais non. En fait, de notre côté du monde, tout le monde est d'accord sur tout, tout le temps parce qu'on obéit. Mais justement, ce que sont en train de démontrer les BRICS et d'autres structurations de l'autre côté, c'est que on peut essayer de trouver des types de liens qui ne soient pas à ce point des liens de pure force, de pure pression. Et je pense qu'il est très très habile de la part des Chinois comme de la part des Russes, bien sûr, de mettre l'accent en fait sur ce qui manque à tout le monde sur cette planète, c'est-à-dire le droit international, l'égalité, la non-ingérence, l'inviolabilité. Bon, alors bien sûr on dit oui, mais les Russes font l'inverse de ce qu'ils invoquent. Oui et non, puisqu'ils ont leur manière légale de justifier ce qui est fait. Bon, parce qu'il y a aussi dans la Charte des Nations Unies d'autres principes qu'on oublie allègrement quand ça nous arrange, puis qu'on n'oublie pas quand ça ne nous arrange pas, genre Kosovo. Enfin bref, nous, on est dans un deux poids, deux mesures total. Donc au lieu d'être pragmatique, on invoque une espèce de pureté, en fait, de principe et de vertu, qui est totalement... en fait, qui n'existe pas dans la réalité. Toutes ces structures, elles sont là pour être des horizons, pour être des objectifs vers lesquels tendent les efforts des uns et des autres. Enfin, la réalité, elle est très imparfaite. Donc nous, on vit encore dans l'utopie d'une perfection politique qui serait en plus transmissible et comestible pour l'ensemble du monde et auquel, évidemment, l'ensemble du monde devrait s'abandonner avec délice. Bon, ben non, ça ne marche pas comme ça. Imaginons deux scénarios après l'élection américaine. Donc on a Donald Trump, s'il n'est pas assassiné d'ici là, espérons, et Kamala Harris. On connaît en fait un peu, on sait ce qui va se passer si Kamala Harris va accéder au pouvoir, ce sera plus ou moins la même chose. Oui. Est-ce qu'on peut-être croit trop que si Donald Trump arrive au pouvoir, il aura un vrai changement? Oui, je pense qu'on lui, sans doute, on lui prête beaucoup. Après, il a dit certaines choses. Est-ce qu'il va pouvoir le faire? Jusqu'à quel point il va avoir les mains libres?
Et ça, c'est toute la question en fait, du caractère transpartisan des structures de pouvoir aux États-Unis, qui font que, quel que soit l'occupant de la Maison-Blanche, malgré tout, il y a quand même des fondamentaux. Et les mêmes conseillers Les extérieurs, ne mêmes serait-ce que... conseillers. Bon. Alors, après, vu ce qu'il a vécu pendant son premier mandat, je pense, et j'espère pour lui, que s'il revenait, il aura quand même à cœur et il aura mis en place les moyens de ne pas se faire noyauter de nouveau par des Bolton, des Pompeo et toute cette clique-là. Parce que là, dans ce cas-là, on est très très mal parti. Après, est-ce qu'il va être capable de faire la paix en Europe? D'abord, il faut être deux. Donc, il va falloir aussi que du côté russe, il se passe quelque chose. Ensuite, il y a la relation russo-chinoise. Donc, qu'est-ce qu'on va dealer avec la Russie par rapport à la Chine si on se place du côté américain? Ça, je suis incapable de le dire, mais je pense que le marchandage va être très très global. Je pense que le Moyen-Orient sera impliqué. Je pense que tout ça est lié, donc ça peut aussi très bien se dégrader au Moyen-Orient si ça s'améliore en Europe. Et d'ailleurs, on voit bien là, avec ce qui s'est passé sur les armes de longue portée, que ça a été quasiment immédiat, le jour même, quoi. Israël tire parti, si j'ose dire, de cette légère accalmie sur le front européen pour poursuivre ses objectifs qui sont de plus en plus fous et qui sont de plus en plus déstabilisateurs, là aussi pour une région entière. Après, bon, moi, il y a des choses qui m'étonnent. Hein. Le missile-outil hypersonique, là, moi, ça m'amuse beaucoup. Enfin, c'est tragique, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est pas un avertissement indirect? Je ne sais pas. Enfin, on peut se poser pas mal de questions. Voilà. Moi, les outils sont de vaillants combattants et tout ce qu'on veut. Enfin, les missiles hypersoniques, ça m'étonne. Donc, est-ce que c'est pas une manière de dire attention? Voilà, on peut aussi, si vous continuez à vouloir briser notre sécurité propre de territoire, nous, on peut réagir partout dans le monde, hein, en fait, concrètement. Il n'y a pas que l'Europe, d'ailleurs. Hein. Pas que les États-Unis. Et il n'y a pas que les États-Unis. Oui, il y a des intérêts américains, directs, ils sont partout, ou indirects, apparemment. Partout. Non, mais donc c'est très facile, en fait. C'est très facile. Si on est vraiment dans une posture hostile de représailles, de coup pour coup, bon, on peut le faire, à vrai dire, partout dans le monde. Il y a des intérêts occidentaux et américains, évidemment, partout. Donc, voilà. Oui, on est vraiment vu la globalisation du conflit, Mais des oui. conflits. Mais oui. Quand vous parlez donc on trouve les solutions, d'accord, de paix, négociation. Vous parlez des États-Unis, de la Russie, la Chine, la voie européenne. Et là, on revient à ma question, que je pose depuis un certain temps. Où sont passés les diplomates professionnels européens? On ne les voit plus. Et c'est dommage puisque la France a toujours été un pays de grande diplomatie. Absolument. Je m'en désole, moi aussi. Et je trouve que ce nouveau gouvernement aurait été l'occasion de faire... je pense qu'on devrait avoir comme ministre des Affaires étrangères une personnalité qui ait de la bouteille, qui soit capable de parler avec des interlocuteurs difficiles, durs, etc. Et qui soit capable surtout de nous faire opérer un virage. Parce que si demain, Trump revient et veut aplanir les choses en Europe, ne serait-ce que pour aller se jeter, croira-t-il, vers la Chine un peu plus facilement, il va falloir, là, d'un seul coup, notre diplomatie
dans ses prises de position depuis 2 ans et demi et même avant, va être complètement à front renversée, elle va être complètement obsolète, on va être complètement décalé. Donc on devrait anticiper cette évolution et avoir un ministre qui soit capable de reprendre langue avec la Russie, de reprendre langue avec tout le monde, à vrai dire, et de pouvoir commencer à ménager un peu les intérêts et même les atouts d'un pays comme la France, qui malgré tout reste. Mais bon, le problème, c'est que nous, on est dans une dissolution, si j'ose dire, diplomatique et stratégique, consentie, admise par nos... Voilà. Donc, c'est à croire que... On n'a même plus de ministre des Affaires étrangères, on a un ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, on a une espèce de cache-misère européen qui fait qu'on ne conçoit plus que les choses au niveau européen. On n'existe plus, on considère qu'on n'a même plus à exister, nous, comme puissance ayant déjà une définition autonome de ses intérêts diplomatiques sur la planète. Bon, moi ça me semble complètement fou, mais c'est une évolution. C'est une évolution. Voilà. Et après, l'Europe, elle est nulle part, parce que depuis le début, elle suit l'Amérique. Donc, ce qui va être intéressant de voir, c'est quels sont les pays en Europe qui vont être capables, si jamais demain c'est Trump, de tirer leur épingle du jeu par rapport à la Russie, par rapport à un voisinage qui va redevenir, comment dirais-je, qu'il va falloir gérer, quoi. Donc là, pour l'instant, c'est une espèce de mur. Bon, mais on voit bien qu'il y en a qui seront peut-être plus intelligents que d'autres et qui ont compris qu'il faut évidemment des liens. Enfin, c'est une évidence. Donc la question ukrainienne doit être réglée dans ce cadre-là. Et moi, je ne vois pas d'autre solution. C'est pour ça que c'est très dangereux d'écouter les responsables de l'OTAN, etc., qui continuent à dire l'Ukraine doit rentrer dans l'OTAN, l'Ukraine doit rentrer dans l'OTAN, parce que ça c'est comme de prendre un seau d'essence et de le mettre sur un brasier. Si on continue, si on n'a toujours pas compris ça au bout de 2 ans et demi, ça veut dire que on veut une guerre éternelle. Mais la guerre éternelle, elle va certes affaiblir la Russie, bien sûr, mais elle va affaiblir l'Europe. Et il ne faut pas oublier que les Américains sont quand même pas connus pour leur grand altruisme, hein, et qu'ils sont en train de nous refiler la patate chaude. Hein. Ça fait déjà des mois. Au prétexte, n'est-ce pas, de l'autonomie stratégique européenne, et il se trouve des responsables européens pour faire semblant d'y croire aussi, etc., et pour maintenir cette imposture là sur le fond. Mais en fait, le truc derrière, c'est dépenser beaucoup d'argent, acheter nos armes et occupez-vous de faire les gardiens du mur, quoi. Voilà. Vous serez les gardiens du mur. Nous, on a mieux à faire, vous comprenez, nous. On redéploie notre influence et notre ennemi systémique, qui n'est pas russe, mais qui est chinois. Voilà. On va peut-être revenir au sujet de la sécurité européenne, j'espère, au niveau des élites occidentales, puisque c'est le sujet clé. Et comme vous avez dit lors de notre dernier entretien l'année dernière, ce sujet de la sécurité européenne sans Russie est impossible. Ah oui, ah ben non, mais ça... Non, mais ça en fait, c'est pas une boîte de magiciens pour enfants de 6 ans, quoi. La sécurité européenne, c'est avec les acteurs qui sont en Europe. Voilà. Donc on n'enlève pas la Russie, on ne fait pas clac comme ça, et puis il n'y a plus de Russie. Oh, formidable. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, elle ne va pas déménager, comme a dit je ne sais plus qui. Et la question de la sécurité européenne, c'est la question de l'équilibre stratégique avec les États-Unis aussi. Voilà. L'Europe est au milieu, bien sûr, mais c'est ce lien-là qu'il faut absolument restaurer.
Et c'est pour ça qu'il faudrait avoir au moins quelques diplomates chevronnés du côté américain, du côté russe et aussi du côté européen. Voilà, qui puissent commencer à parler de choses très concrètes, en fait. Recréer des accords. Parce que toute cette histoire sur les armes qu'ont les Russes, qu'ont développées, les armes hypersoniques, etc. Mais tout ça, c'est parce qu'on a cassé toutes les structures qui maintenaient un équilibre de la dissuasion en Europe. Le traité ABM, le traité FNI, on a tout pété. Et ça, c'est pas la Russie qui l'a fait tout de même, c'est l'Occident. Donc on a cru qu'on allait en fait pouvoir surclasser technologiquement et militairement la Russie. Et on s'est lancé dans une espèce d'offensive, d'une certaine façon. Et on s'est heurté à un os, parce que pendant ce temps, du côté russe, effectivement, des décisions ont été prises, des programmes ont été lancés. Bon. Et donc, voilà, on essaie de relancer peut-être cette course aux armements, mais c'est complètement... Quel est l'intérêt, finalement, à part de faire gagner de l'argent aux marchands d'armes, bien sûr, ce qui est un intérêt considérable, on en est bien d'accord. Et puis derrière, pour ce qui concerne les États-Unis en tout cas, ça évidemment... tout cet argent se retrouve dans la politique américaine. Bon. Donc, oui, je comprends que ce soit de l'intérêt de beaucoup. Enfin, regardons ce qui se passe aujourd'hui. On a peut-être 1,5 million de morts, peut-être plus, côté ukrainien dans ce conflit. Enfin, mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Merci Caroline de ce dialogue. Soyons optimistes et merci de garder les liens. Oui, bah j'essaie parce que je pense que c'est fondamental. Et je pense que c'est servir mon pays que de le faire, en fait. Merci. Voilà. Mais de rien, moi aussi, je vous remercie, Irina.